On va passer la parole au docteur Michael Frank. Oui, bonjour à tous, bonjour aux auditeurs. Je suis Dr Michael Frank, médecin dans le centre de référence des maladies vasculaires rares de l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Je vais vous parler donc de la grossesse au cours du syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Un rapide rappel sur ce qu'est un syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire. C'est donc une maladie génétique rare causée par des mutations dans le gène de COL3A1 qui code pour le collagène de type 3. C'est une maladie qui a une transmission autosomique dominante dans l'immense majorité des cas, c'est-à-dire qu'il existe un risque de transmission de 50% aux enfants pour cette maladie. Euh, et elle a la particularité d'avoir un effet dominant négatif, c'est-à-dire que l'allèle muté va interférer avec le fonctionnement du deuxième allèle qui, lui, n'est pas muté, et au final aboutir à un déficit en protéines dans l'immense majorité des cas très important, non pas de 50% attendu, mais plutôt de 80%. Les principales mutations qui sont connues pour être à l'origine d'un syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire sont les substitutions glycine dans une zone du gène qui va coder pour ce qu'on appelle la triple hélice du collagène de type 3. Le deuxième type de mutation sont des mutations d'épissage et des insertions et des délétions dans ce même gène. Et le troisième grand type sont les mutations d'haploinsuffisance qui, elles, ont la particularité de ne pas interférer avec la fabrication du collagène ou avec le fonctionnement de l'allèle non muté et donc d'être à l'origine d'un déficit en collagène de type 3 moindre de 50% très précisément. C'est une maladie qui est à l'origine d'une fragilité d'organes diffuse et qui se manifeste dès l'âge adulte par des accidents artériels spontanés, des dissections essentiellement, plus rarement des ruptures artérielles, des perforations digestives chez certaines patientes ou certains patients. Donc la troisième grande complication sont les complications obstétricales avec des ruptures utérines gravidiques ou des accidents artériels en cours ou en fin de grossesse. C'est une maladie qui a une pénétrance complète, c'est-à-dire que lorsqu'on est porteur de la mutation, on va exprimer la maladie, mais cette expression de la maladie est très hétérogène pour un type ou une mutation donnée. Il peut y avoir de grandes variations dans une même famille avec une sévérité très variable que pour l'instant on n'explique que partiellement. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Rapidement, un rappel de la physiologie ou de l'effet hormonal sur l'effet cardiovasculaire et donc l'effet hémodynamique des modifications engendrées par la grossesse, c'est-à-dire qu'on va avoir une augmentation très rapide du taux d'œstrogène dès le début de la grossesse, qui va être à l'origine d'une vasodilatation, mais surtout d'un état d'hypervolémie. Cet état d'hypervolémie va augmenter le travail cardiaque et donc a également un effet direct sur les artères du fait de la vasodilatation. Et donc, on assiste rapidement à une augmentation de la fréquence cardiaque des femmes enceintes, une augmentation du débit cardiaque et une augmentation au troisième trimestre du volume plasmatique de l'ordre de 30 à 40%. Donc, on peut aisément imaginer que sur des vaisseaux qui sont fragilisés, tout ça peut avoir des effets directs. Il y a également une augmentation de la sécrétion de progestérone qui, elle, va lutter contre l'état d'hypervolémie en adaptant le, le lit vasculaire par une vasorelaxation, histoire que donc, l'organisme puisse absorber tout ce volume sans complication. La progestérone a également un effet relaxant sur l'utérus. Et enfin, il y a une troisième hormone qui est plutôt un régulateur de l'accouchement, qui est l'ocytocine, et pour lequel il y a quelques données expérimentales qui pourraient suggérer que l'ocytocine pourrait avoir un rôle délétère sur les artères, surtout après l'accouchement. Donc, c'est une hormone dont la concentration est relativement constante au cours de la grossesse, elle va augmenter progressivement, et puis il va y avoir des pics de sécrétion au moment du travail. Euh, Diapositive ah, voilà, dernière chose, donc apparaît, si on peut revenir à la diapositive antérieure, à partir de la 24e semaine d'aménorrhée, apparaît en plus de tous ces effets cardiovasculaires,
une compression mécanique par le bébé sur les vaisseaux abdominaux. Donc, toutes ces modifications hormonales sont considérables, ont un effet sur le réseau artériel et elles vont donc évidemment rétrocéder ou disparaître rapidement après l'accouchement. Donc, il y aura un effet à nouveau sur les vaisseaux, mais inverse. Donc, cette fois-ci, diapositive suivante. Du fait donc, de ces modifications et de la fragilité existante, notamment artérielle, des patientes avec un syndrome des tendinose vasculaire, toute grossesse est considérée à haut risque. Dans les études publiées et dans les études faites dans le centre de référence, on a estimé le risque de complications maternelles dû directement au syndrome des lésions vasculaires de 13%, pardon, et qui sont constituées par les complications habituellement observées, donc la rupture artérielle, des dissections, principalement de l'aorte, notamment au niveau de l'aorte abdominale. La rupture utérine, évidemment en fin de grossesse, peut être favorisée par le travail. On a également noté d'autres perforations, donc la survenue de perforations du côlon en cours de grossesse et des fistules carodido-caverneuses. Il y a un deuxième type de complications qui sont donc plus spécifiquement obstétricales et qui sont de l'ordre de 48%, donc près d'un accouchement sur deux, qui sont plus ou moins graves. Ils sont caractérisés donc principalement par une rupture prématurée des membranes, qui est à la fois le fait de la présence du gène muté chez la maman et parfois aussi chez le nouveau-né, qui est à l'origine de la fabrication de ces fameuses membranes. Tout cela entraîne des menaces d'accouchement prématuré et une prématurité qui est très fréquente du fait de la fragilité de ces membranes. On a également noté que les accouchements par voie basse sont source de complications, notamment périnéales, avec des déchirures à un stade significatif présentes chez quasiment une patiente sur deux accouchant par voie basse. À l'inverse, la césarienne elle-même est également source de complications puisqu'elle est invasive et elle est associée à des complications hémorragiques. Là, sont notées uniquement des complications hémorragiques significatives, donc de l'ordre de un tiers des gestes réalisés. La césarienne peut également être à l'origine de blessures d'organes adjacents, comme la vessie, par exemple. Tout cela aboutit à une augmentation du risque de mortalité maternelle qui a été estimée aux États-Unis à 5,8% et qui est estimée chez nous à 6,4%, donc c'est données relativement homogènes, sachant que la mortalité maternelle en France est de l'ordre de 10 femmes pour 100 000 accouchements, ce qui reviendrait à un facteur 6000, donc une augmentation quand même très, très, très importante du risque pour la maman porteuse d'un set vasculaire. D'une façon relativement notable, on n'a pas noté de décès chez les patientes porteuses de ces variants d'haploinsuffisance, c'est-à-dire des patients qui ont 50% de collagène de type 3 au lieu de seulement 20%. Diapositive suivante. Donc l'accouchement, comme on l'a noté tout à l'heure, est lui associé à la survenue de complications locales et artérielles. Donc pour le choix du mode d'accouchement, c'est déterminant. Et la césarienne, donc d'un autre côté, elle est source de complications hémorragiques significatives. Elle permet de limiter le stress artériel en évitant ces pics de sécrétion d'ocytocine. Elle permet également d'éviter le risque ou de limiter le risque de rupture utérine en cours de travail et éventuellement le risque de manœuvre sur l'utérus au moment de l'accouchement par voie basse avec les artères qui sont en regard. Évidemment, le choix du mode d'accouchement va être discuté au cas par cas et une espèce de balance bénéfice-risque qui est toujours discutée. Et on voit en illustration à droite une dissection sur une aorte abdominale et sur des axes iliaques. Et si vous imaginez avoir devant cela un utérus gravide qui appuie dessus, forcément on peut comprendre que un accouchement par voie basse, là, dans cette situation, ne va pas forcément être le mode d'accouchement le plus approprié. Rapidement sur le nouveau-né, il nécessite bien entendu une surveillance spécifique, transitoire, d'une part parce qu'il y a un risque d'hypoglycémie néonatale, qui est la conséquence de la prise de bêta-bloquants par la mère. Alors les patientes françaises sont traitées
par céliprolol, qui a un très faible effet hypoglycémiant. Ils ont également besoin d'une surveillance fréquemment parce qu'ils naissent prématurément, et donc il peut y avoir une immaturité pulmonaire que l'on essaie de prévenir par des protocoles spécifiques. D'une façon plus anecdotique, donc ont été rapportés chez un certain nombre de patients atteints de cette vasculaire, donc de nouveau-nés, une hypotonie transitoire à la naissance, qu'on appelle le floppy infant syndrome. Il peut évidemment y avoir d'autres anomalies congénitales dues à la maladie au cas où l'enfant serait atteint, comme le pied-bot ou éventuellement ou plus rarement une luxation congénitale de hanche. On a également observé des constrictions des brides amniotiques qui peuvent éventuellement avoir un effet sur les membres ou les extrémités. Une fois que la maman a accouché, donc le risque n'est pas nul, il reste même très élevé puisqu'il y a toutes ces modifications hormonales ou la normalisation des taux d'hormones qui ont des effets importants sur les vaisseaux. Donc le postpartum est une période à très haut risque d'accident artériel. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc en conclusion, donc la grossesse augmente d'une façon significative le risque de complications d'organes et le risque de décès des patientes qui sont atteintes de cette maladie. Elle n'altère néanmoins pas le pronostic global de la maladie, à savoir que donc la grossesse n'est pas un facteur aggravant dans l'évolution du syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire. Elle revient à prendre un risque calculé de survenue de complications, d'une complication qui aurait pu survenir également en dehors d'une grossesse. Il est très important d'avoir une consultation préconceptionnelle avec la patiente et avec une équipe multidisciplinaire. Et cela, évidemment, lorsque le diagnostic est connu, parce que cela permet de faire le point sur la pathologie et son évolution et de programmer des examens de contrôle si besoin, notamment un bilan artériel et surtout un bilan de l'aorte abdominale, de ses branches, des artères iliaques, toutes les artères qui sont directement en regard de la présentation. Le patient doit bien sûr être informé du risque, la patiente, donc du risque qu'elle prend, également sa famille. C'est aussi le moment de discuter des possibilités de diagnostic prénatal. Comme l'a dit Guillaume Jandot tout à l'heure, il faut bien entendu adapter les traitements au vu d'une grossesse, puisque les antagonistes de l'angiotensine sont formellement contre-indiqués, ils doivent être interrompus. Le traitement par céliprolol, lui, sera poursuivi pendant toute la durée de la grossesse et après l'accouchement. La grossesse elle-même, si elle a lieu, donc, et justifie donc une surveillance spécifique, qui sont des consultations mensuelles jusqu'à 34 semaines d'aménorrhée, plus fréquentes après, associées à une surveillance vasculaire, le plus souvent par échodoppler, tant que c'est possible, tant que l'utérus n'est pas pris une place trop importante. Le mode d'accouchement fréquemment utilisé, celui de la césarienne, pour éviter un certain nombre de complications dont on a parlé précédemment, mais son intérêt ou son bénéfice pour la patiente n'a jamais été formellement démontré, ne pourra probablement jamais l'être du fait de la rareté de cette pathologie. Voilà, j'espère avoir à peu près tout dit et je vous remercie pour votre attention. Merci, docteur, pour votre présentation. On a reçu quelques questions. Quelle est votre expérience de la PMA dans cette situation? Alors, le problème de la PMA, c'est que, tout comme le diagnostic préimplantatoire, c'est la nécessité d'une stimulation ovarienne. Et la stimulation ovarienne, dans cette pathologie-là, enfin, on a plusieurs exemples d'accidents artériels survenus en cours de stimulation ou quelques jours après la fin de la stimulation. Donc, la PMA en soi est certainement possible, mais il existe un risque de complications artérielles à cause de la stimulation ovarienne et on ne sait pas encore si c'est une stimulation enfin, si on peut adapter la stimulation, donc si c'est un risque dose dépendant ou non. Donc ça nécessitera encore quelques années d'exploration et de surveillance pour avoir une réponse à cette question. Et existe-t-il des contre-indications au DPN ou au DPI chez les femmes qui sont asymptomatiques mais porteuses du variant pathogène COL3A1? Des contre-indications? Oui. Ben,
je vois pas enfin, disons que quand on fait un diagnostic prénatal, il y a un risque de fausse couche. Donc, il peut y avoir des contre-indications éventuellement gynécologiques ou obstétricales. Donc, ça, c'est plutôt du ressort du gynécologue. Sur le principe, je ne pense pas qu'il y en ait. Après, ces dossiers sont discutés dans des comités d'éthique, puisque ça nécessite comment dire, une intervention. Enfin, c'est une intervention un petit peu particulière, donc ce sont des indications qui sont généralement validées et pour lesquelles on recherche des contre-indications au préalable. Euh, y a-t-il un plus grand risque de prématurité? Oui, comme je montrais tout à l'heure, la prématurité est très fréquente dans le centre des lésions vasculaires, même en l'absence d'intervention par une césarienne précoce. Et ceci est le fait de deux choses. D'une part, le fait que la maman soit porteuse de la maladie a été démontré que ça avait une influence sur une rupture prématurée des membres. Comme le bébé, donc souvent on ne sait pas si le bébé est atteint ou non, mais la survenue d'une rupture prématurée des membranes et donc d'un accouchement prématuré est également le fait de la possible présence de la mutation chez le nouveau-né. Donc ça, c'est absolument très courant. Alors, je vous remercie. On a une dernière question. Quelle est votre expérience du dépistage prénatal dans cette situation? Alors personnellement, je n'ai pas. Dans le cas du set vasculaire, en tout cas, nous, on le propose systématiquement aux patients. Lorsque le diagnostic est connu, c'est quelque chose qui est pas simple, c'est des décisions difficiles à prendre parce que le diagnostic prénatal implique que, en cas de positivité du test chez le nourrisson, on interrompt, enfin le fœtus, on interrompt la grossesse, ce qui est une décision extrêmement difficile à prendre pour la famille. Donc c'est une situation très complexe, très difficile. D'accord, merci. On va recevoir une dernière question. Le geste du DPN pourrait augmenter le risque de rupture d'organes? Non, alors ça n'augmente pas le risque de rupture d'organes en soi, ça augmente le risque de fausse couche, puisqu'il peut y avoir des blessures au niveau du fœtus et des enveloppes et du placenta. Donc ça, c'est des complications classiques qui sont valables pour toute grossesse lorsqu'on réalise un DPN. Probablement que le risque est un petit peu plus élevé chez une patiente avec un syndrome des lésions vasculaires du fait de la fragilité tissulaire. D'accord, merci docteur.